le regardez? Comment vous le regardez? Vous le regardez avec un œil en vrille en disant il dit, je ne vois plus depuis 10 ans, par exemple. Vous l'avez devant vous, vous dites bon, c'est bien, ou il y a des risques quelque part de rechute, de... Quand je vois ce genre de situation, moi j'ai devant moi un expert. J'ai devant moi une personne qui est allée loin dans la réflexion et dans l'apprentissage. Et je veux dire, le partage de ces expériences, pour moi, j'apprends énormément de choses. J'apprends énormément de choses. Tous ceux qui sont choisis l'abstinence totale et définitive vis-à-vis de l'alcool, il y en a beaucoup qui ont réussi. Je parle aux médecins qui sont là, et Dieu sait s'il y en a. Ne ratez pas un congrès d'alcooliques anonymes. Je rencontre 1000 et 1500 personnes, ce sont tous d'anciens alcooliques rétablis. Vous verriez la pêche et l'ambiance de la dernière. Le dernier, c'était au Grand Rex à Paris. Vous imaginez la salle du Grand Rex, 3000 personnes, etc. L'organisation, les témoignages, la qualité de vie de ces personnes, nous les médecins, on ne voyait pas ça. On voyait que les bagarres du samedi soir, on voyait les urgences avec les alcoolémies à 4 grammes. On voyait que les dégâts comme ça. Mais voir des personnes vivre cette abstinence de cette façon-là, moi j'avoue que c'est ça qu'il faut montrer plutôt que... Alors, je ne prescris pas d'alcool. Moi, la personne qui me dit je vis bien comme ça, c'est la qualité de vie qui compte. Il y en a même qui m'ont dit je me suis déjà réalcoolisé. Et moi, j'ai toujours le même discours. Une fois, une dame m'avait dit ce jour-là, à telle heure, à tel endroit, je boirai une coupe de champagne. Je me démangeais de lui demander pourquoi elle faisait ça, mais moi je suis poli quand même, c'est sa vie privée. Elle a bien compris que c'est pas, le danger n'est pas dans le verre, c'est l'anticipation de ceux qui peuvent suivre. Alors, c'est toujours quelqu'un, on le sait plus pour le tabac, quelqu'un qui a arrêté de fumer, on lui reprend pas, si un petit cigare et tout. Non, écoute, je ne veux pas prendre de risque. J'ai assez galéré pour arrêter cette vacherie. Je préfère ne pas prendre ce risque-là. Pour le tabac, ça paraît évident. Je pense qu'il faut faire exactement la même chose ici pour l'alcool. Il y a des personnes qui, après avoir galéré, ont choisi d'être abstinents. Et je pense qu'il faut extraordinairement les respecter parce que dans notre société, une société aussi alcoolisante que la nôtre, on ne fait pas trop attention à eux. J'ai une question. Vas-y, Katia. Vous avez un petit peu abordé la chose, mais pour finir en polémique, vous avez parlé donc de la légalisation, je reviens sur le cannabis. Donc vous savez qu'actuellement c'est le grand débat, puis les positions politiciennes des uns et des autres, qu'est-ce que vous en pensez? En sachant que vous avez dit tout à l'heure que vous pensez qu'on va certainement évoluer vers la libéralisation. La légalisation. Voilà. C'est très politique et c'est très politique, c'est très tendance. Très hypocrite aussi. Non, non, je parle de l'évolution. J'étais pas pour au début. Il y a 5 ans de ça, je vous aurais parlé de légalisation, je dis non, c'est pas possible. Dépénalisation, pourquoi pas. Maintenant, je suis convaincu, vu l'étude du dossier, l'argumentation du dossier qui a été fait par l'AMPA, je suis convaincu qu'on va aller vers la légalisation. Elle ne sera pas totale et définitive tout de suite, mais je crois qu'on ne pourra pas éviter un débat sociétal là-dessus. Et ça, je suis convaincu qu'on l'aura dans les prochaines années. J'espère. Ce sera certainement pas tout de suite, hein, je pense. Hein. Oui. Je pense peut-être une autre question. Oh. Allez-y, mademoiselle, là, votre question. Est-ce qu'on peut prescrire à la fois de la méthadone et du baclofène? Est-ce qu'on peut prescrire de la méthadone? On prescrit méthadone et baclofène. Alors, la méthadone est un produit substitut des opiacés. La seule contre-indication de la méthadone, c'est les antagonistes des opiacés. Et en addictologie, on utilise le naltrexone, le nalméphène, le Révia et le dernier, comment il s'appelle le dernier? Nalméphène, comment il se... Hein? C'est l'incro, c'est le dernier né. Ça, c'est ceux-là qui ont une contre-indication absolue avec la méthadone. Et sinon, méthadone, baclofène,
il y a, comme c'est un médicament à effet GABAergique, c'est-à-dire proche des benzodiazépines, il y a vraiment une augmentation très forte de la toxicité des benzodiazépines. Il faut, du moins du baclofène, il faut vraiment éviter les hauts dosages. Mais a priori, pas de contre-indication absolue. J'ai une question sociétale et volontairement polémiste. Est-ce que vous ne pensez pas que la dépénalisation, légalisation du cannabis, l'attitude qu'on a entendue ce soir vis-à-vis d'alcool, la multiplication des addictions diverses chez les jeunes notamment, les écrans, etc., ne va pas faire ressembler notre société en crise au modèle expérimental que vous avez dit tout à l'heure, pour exagérer, hein, c'est-à-dire un ensemble de gens qui ressemblent à des rats dans des cages et qui appuient sur une pédale pour avoir leur addiction. Les sujets alcoolodépendants sont comme les rats dans les cages. Hein. Moi, je les ai vus, j'ai été effaré de voir ce que l'alcool pouvait faire de certains humains. Et c'est des humains qui vivaient avec une angoisse, mais inimaginable, le simple fait d'être privé d'alcool pendant quelques heures. Quand on arrivait à ce stade, je veux dire, il est enfermé dans une cage, hein, je veux dire, et les dépendants. Je pense que notre société, on pourrait polémiquer encore plus. Est-ce qu'on s'emmerde autant que ça en France? Je veux dire, est-ce que vraiment, on a vraiment besoin, mais c'est culturel, je veux dire, on va se séparer tout à l'heure, on va aller dîner, je veux dire, il y a des amis, il y a peut-être... on va ouvrir une bonne bouteille. Ceux qui ne sont pas devenus dépendants vont pouvoir le faire. Ceux qui sont devenus dépendants ne le feront pas, mais n'empêcheront pas les autres de le faire. Je crois qu'il faut éviter simplement de faire du prosélytisme trop appuyé à des personnes qui ont choisi de ne pas s'alcooliser. La qualité de vie des personnes qui ne s'alcoolisent plus est aussi très importante. Et c'est ça, cette représentation de est-ce qu'une fête sans alcool est vraiment une fête? Je vous garantis que oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Bon, ben, il n'y a pas de... il y a une question. Allez, docteur. On va y aller par Moi, je vais parler, en tabacologie, on utilise beaucoup l'entretien motivationnel. Et c'est curieux parce que c'est une technique qui remonte aux années 80, qui a été développée d'abord en alcoolologie. Et pour le discours, la position de la personne vis-à-vis de l'utilisation de son produit, et ce qu'elle pense de l'arrêt, avec on remplit les petites colonnes, etc. Et les gens se projettent dans l'avenir. Et est-ce que actuellement, dans certains secteurs en alcoolologie, vous utilisez cette technique? Alors, le docteur Guy Godin, cardiologue et tabacologue, lui parle de l'entretien motivationnel. Effectivement, c'est une technique que nous utilisons. Je ne dis pas qu'il faut l'utiliser systématiquement parce qu'on peut châter cette technique-là sur le sujet est véritablement déjà motivé. C'est une technique pour des sujets qui seraient dans l'entre-deux. Je viens parce que la famille me le demande, mais pour moi, je ne pense pas avoir trop de problèmes. Et là, ce genre de questionnaire peut amener le sujet à regarder les choses d'une façon un petit peu différente. Donc c'est un outil relationnel qui a toute sa place dans les deux, trois premiers entretiens addictologiques. Il faut qu'il soit bref surtout. Actuellement, on utilise le RPIB, repérage précoce, intervention brève. 2 messages. Voilà. Tu te rappelles, je parle sous ton contrôle, qu'il paraît qu'un médecin dit à son patient « Avez-vous songé à arrêter de fumer ?» Il y en a 1 sur 10 qui arrête. Donc tu vois, c'est quand même pas songer. Hein. Il y a une question ici, mademoiselle. Au niveau des conséquences au niveau de l'alcool sur les organes et le cerveau. Ce sera l'objet de ma prochaine conférence. Vous avez le droit d'applaudir, hein, si ça vous applaudit. Restez assis. Paul, merci beaucoup de ton intervention. Je vais passer la parole à Philippe qui va vous expliquer cet appel à dons que vous avez dans votre petit dossier. Merci beaucoup. Pas seulement.
Oui, alors, donc, merci à l'Université Populaire, on s'auto-congratule, et puis à la FCPE aussi. Simplement vous dire, surtout ne sortez pas tous en même temps, parce qu'on a un peu dépassé la capacité de la salle, donc on va vous faire sortir rapidement, et pour que ce soit rapide, il faut que ce soit un peu organisé. Donc, cela dit, on vous a fourni donc, un certain nombre de documents, un questionnaire traditionnel de l'Université Populaire qu'on vous demande de bien vouloir remplir avant de partir. C'est précieux pour nous parce que, si vous voulez, c'est une aventure commune, vous en faites partie. Et ce qu'on souhaite, c'est de se revoir, que vous donnez des suggestions, que nous permettiez d'avoir des idées, qu'on ait des idées ensemble. Et puis, si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder, eh bien, c'est bien volontiers qu'on pourra les aborder. Mettez donc vos coordonnées avant de partir si vous ne l'avez pas fait. Et puis nous vous inviterons, y compris à notre assemblée générale prochaine, si vous adhérez. Donc je vous fais passer au bulletin d'adhésion que vous avez eu également et que vous pouvez utiliser en rentrant chez vous dès maintenant si vous le souhaitez. La dernière des choses, c'est effectivement c'est appel à dons. L'Université Populaire, elle a du sens que si elle est libre, autonome. Donc on essaye de... Bien sûr, on demande des aides aux collectivités, mais le but, c'est de ne pas avoir d'aide des collectivités, des institutions, supérieures de la moitié de notre budget. C'est la raison pour laquelle ça ne passe que par ce qu'on appelle le mécénat citoyen. Donc c'est vous, c'est nous. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement faire un don à l'association qui vous permet d'avoir 66% que vous pouvez déduire de votre feuille d'impôt. Ce qui veut dire que si vous donnez, mettons, 100 € à l'association avant le 31 décembre, parce qu'il faut que ce soit avant la fin de l'année, eh bien, vous pouvez déduire 66 € sur votre feuille d'impôt. Il vaut mieux qu'elle aille à l'Université Populaire, car certains choix budgétaires nationaux. C'est à vous d'en juger. Et donc, voilà, vous avez cette possibilité, vous pouvez l'utiliser et nous vous en remercions d'avance. Les prochains rendez-vous, on aura un rendez-vous normalement début décembre sur la laïcité, qui n'est pas fixée encore, avec une forme peut-être originale qu'on vous proposera. Et donc, encore une fois, on vous en informera par voie de mail ou par Facebook. Également par le biais du site internet, donc www.upardennes avec un s.fr, où vous pouvez en plus réécouter l'intervention en principe si les magnétos ont marché, donc de Paul Belvez, et également peut-être visionner la conférence. Si vous voulez aller plus loin avec nous, donc c'est à vous de jouer. Au mois de janvier, on aura un débat avec un philosophe, philosophie politique, qui est d'actualité, ça thème qui doit gouverner. Alors ça vient d'un ouvrage qu'il a écrit, c'est Pierre-Henri Tavoyot, qui est professeur à la Sorbonne, et qui est, sa spécialité, c'est la philosophie politique. Donc il va nous expliquer un peu dans l'histoire, et puis aujourd'hui, comment on peut répondre à une question comme ça. Ah, ça peut peut-être être utile, hein. C'est jamais. Alors voilà, donc écoutez, je vous remercie. Ce que je vous propose, c'est, avant de repasser la parole à Alain, c'est que vous sortiez dans le premier rang, il sort d'abord, on attend un petit peu qu'il soit, et puis ensuite le deuxième, et ainsi de suite, d'accord? Pour ne pas faire le boulot d'étranglement. N'oubliez pas de laisser votre questionnaire. Merci.